Donc, quand ça se bloque sur une page, vous m'avez dit il faut rafraîchir ou il faut faire un truc, c'est quoi encore? Quand le live, quand je passe d'une page Facebook à l'autre, parfois le live se bloque, c'est ça? C'est Vous ça, êtes en direct sur Facebook maintenant. et tu dois D'accord. juste remettre play, tu verras, et Alors, tu verras les ok, nouveaux commentaires apparaître. Ça va? ça va. Eh bien, bonsoir. Bienvenue à ce live Facebook devenu quasiment systématique des jeudis soirs. Et ce soir, nous accueillons Éric Demester. Éric est militant syndicaliste et est rédacteur de la revue Révolution. Bonsoir Éric. Bonsoir Olivier. Alors, ce soir, tu vas nous emmener dans les coulisses d'une des premières industries mondiales, celle du secteur pharmaceutique. Mais évidemment, en parlant du secteur pharmaceutique, on a tout de suite envie de faire le lien avec l'actualité du moment. Et donc, première question, Eric, si tu veux bien. Cette crise qui nous frappe aujourd'hui, cette pandémie, est-ce qu'elle est, comme certains peuvent le penser, une espèce de colère divine, ou est-ce qu'au contraire, elle est intrinsèquement liée à notre mode de vie et à notre système socio-économique? Non. D'abord, merci de m'avoir invité pour cet entretien sur un thème qui est, qui est extrêmement important. Il y a en effet certains hommes politiques, et je pense à Georges-Louis Boucher, qui récemment, dans un tweet, avait déclaré que, en fait, cette pandémie n'a rien à voir avec un système quelconque. Il n'utilise pas le mot divin, mais en fait, c'est un accident, c'est une catastrophe, comme une catastrophe naturelle, et l'activité humaine ou l'organisation sociale n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est assez étonnant d'entendre ça. Avec une phrase lapidaire, je pourrais dire que le virus et la pandémie est le symptôme, et le capitalisme et la maladie. C'est vrai, ça ressemble un peu à un slogan, et c'est un slogan, mais je crois qu'il résume bien l'état actuel des choses. Je crois que, d'une certaine façon, c'est un accident qui ne demandait qu'à se produire. De même que le chaos économique et social provoqué par la pandémie a été préparé aussi dans la dernière période par l'essoufflement du cycle économique qui a duré plusieurs années. Et c'est ça qui a jeté la base du désastre sanitaire d'aujourd'hui. Mais en quoi le système capitaliste peut-il être pointé du doigt comme éventuelle cause de cette crise? Comment peux-tu dire ça, en fait, Eric? Oui, donc c'est peut-être osé de dire cela, mais au fait, je crois qu'il faut essayer de comprendre d'où vient ce virus. Dire qu'est-ce qui a généré ce virus et surtout qu'est-ce qui a généré cette épidémie de se transformer en pandémie et en crise sanitaire mondiale et en crise économique, sociale et politique mondiale. Je crois que le scénario du virus du Covid semble assez semblable à celui du SRAS en 2003. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un virus qui vient du monde animal et qui a été transmis à l'homme. Et puis qui s'est propagé par le biais des voyages internationaux, dans le monde entier. Il s'agit d'une souche mutée du corona, probablement sur un des wet markets en Chine, un des marchés d'animaux vivants. Cette transmission animale à l'homme est tout sauf naturelle. Ça n'a rien à voir avec la nature. En fait, elle est très probablement ou certainement la conséquence inévitable d'une destruction du rapport entre l'homme et la nature. En fait, une formidable déformation des rapports entre l'homme et la nature, qui a fait qu'une maladie qui n'est pas mortelle pour certains animaux est devenue mortelle pour l'homme et a été transmise massivement à l'homme. Alors, quel est le rapport avec le système capitaliste? Tout d'abord, la destruction de l'environnement, la déforestation, l'expansion urbaine,
je pense à l'exploitation minière, ont détruit ou transformé l'habitat de la faune sauvage et accroît de cette façon-là le contact avec des humains, avec des villages humains et de l'activité humaine qui n'existait pas auparavant. En fait, ce n'est pas nouveau non plus. Donc, ce n'est pas une découverte très, très récente. Pour donner un chiffre, depuis 1940, plusieurs centaines d'agents pathogènes sont apparus dans de nouveaux territoires, comme l'HIV, l'Ebola. 2 tiers d'entre eux viennent de la faune sauvage. L'Ebola, par exemple, vient à l'origine de la chauve-souris, qui était contrainte de se percher sur des arbres, des fermes, à cause de la déforestation. Et donc, suite à toute une série de contacts, morsures, matières fécales, ou encore vendus sur des marchés informels, eh bien, ces agents pathogènes se sont transmis à l'homme. Donc ça, c'est une raison. À part la déforestation, l'expansion urbaine, il y a aussi les fermes industrielles et l'élevage intensif où des milliers d'animaux sont entassés les uns sur les autres et qui créent des conditions très, très favorables au développement de microbes. Je pourrais ajouter d'autres choses, encore plus spécifiquement à la Chine, par exemple, le fait que l'économie chinoise se soit très fortement développée les 15, 20, 30 dernières années sur une base capitaliste, avec la modernisation, la consolidation de ce qu'on appelle l'agro-business dans les années 80-90, et aussi l'arrivée de toute une série d'entreprises étrangères qui produisent de la viande, fait exploser la demande de la viande, mais aussi exploser le nombre de canards et de poulets produits par an, qui sont les viandes par excellence mangées en Chine. Et donc, la production paysanne ne pouvait pas faire face à cette concurrence qui a entraîné des migrations massives vers les villes où étaient implantées ces entreprises. Et c'est là où on voit des énormes condensations, des rassemblements de populations humaines qui se trouvent en contact étroit avec ce qu'on peut appeler des monocultures de volailles. Et donc ça, ce sont quelques indications qui montrent qu'en effet, il ne s'agit pas d'un phénomène naturel, mais d'un phénomène qui est le résultat d'une politique économique bien particulière, mais surtout d'un déséquilibre entre les sociétés humaines et la nature. Donc, non seulement le système, en fait, comme tu le décris, a permis l'émergence de ce virus, mais en plus, on voit que les rapports de mondialisation aujourd'hui ont effectivement permis aussi une propagation accélérée de la… Oui, c'est évident. De là, je ne conclurai pas que l'alternative, ce serait la déglobalisation. Il y a un livre qui est sorti récemment sur le rôle des épidémies dans la chute de l'Empire romain. En effet, les épidémies ont joué un rôle important dans la chute ou l'accélération de la chute de l'Empire romain. Mais à l'époque, les microbes, les agents pathogènes étaient venus par la route de la soie, venaient d'Asie, venaient de l'Asie centrale, venaient de l'Inde, par les caravanes. Et donc déjà, il y a 2000 ans, les voies commerciales internationales étaient des vecteurs de transmission de maladies. Voilà. Mais il est clair que la vitesse à laquelle ce virus s'est déployé sur la planète est assez extraordinaire et qui est probablement, enfin, très certainement, un symptôme ou une indication de l'extrême internationalisation du commerce, des échanges, des voyages aussi aujourd'hui. Bien, et donc pour nous sortir de cette pandémie, le gros espoir pour l'instant repose sur une industrie quasiment totalement privatisée, qui est l'industrie pharmaceutique en charge de la recherche et qui devrait, on l'espère, nous trouver des antiviraux ou des vaccins sous peu. Comment ce secteur fait face en fait à cette crise? Je crois que le secteur fait partie du problème de la crise sanitaire aujourd'hui.
Pourquoi? Je crois que les lois du marché qui régissent en fait le secteur pharmaceutique et médical et aussi de la recherche et du développement, mais les lois du marché handicapent fortement la capacité de réaction efficace par rapport à cette, à cette pandémie. Pourquoi? Mais d'abord, je crois que il y a la question des brevets, par exemple. Il y a eu aux Pays-Bas, je crois au mois de mars ou début avril, un incident assez important entre l'entreprise Roche et le Parlement des Pays-Bas. Roche était accusé par, entre autres, des fractions de parlementaires, pas nécessairement de gauche, ou pas exclusivement de gauche, mais même de la droite, d'organiser artificiellement de la pénurie. La pénurie de quoi? La pénurie de réactifs nécessaires aux analyses et la recherche de virus dans l'être humain. Face à une levée de bouclier du Parlement, d'une partie du gouvernement, mais surtout de l'opinion publique, Roche a hésité. Elle a hésité entre, ou bien on se fait mal financièrement et on divulgue et on rend public ce qui est breveté, ça veut dire là particulièrement la formule du réactif, ou on risque de perdre une partie de notre crédibilité. Alors en fin de compte, suite à une menace, au fait d'un dépôt de loi qui aurait obligé Roche de divulguer, en fait, de casser le brevet, Roche a pris l'initiative de libérer en fait le contenu de ce brevet. Là, on voit très concrètement un exemple comment le secteur pharmaceutique, malgré ce qu'il dit de lui-même, qu'il est extrêmement innovant, qu'il est extrêmement important, qu'il est vital, etc., ben, est en contradiction avec la santé publique. Tu disais tout à l'heure, quand tu formulais ta question, et je crois que tu as raison, le secteur pharmaceutique, le secteur médical est essentiellement un secteur privé, oui, mais il survit en très grande partie grâce à l'argent public. En fait, la plupart des entreprises du secteur pharmaceutique se gavent d'aide publique. Ils réussissent, grâce à l'appui de l'État, parce qu'il y a un véritable enchevêtrement des intérêts des entreprises pharmaceutiques et l'État, grâce à un lobbying très intensif, qui engloute des fortunes d'ailleurs. Le lobbying auprès des institutions nationales, internationales, auprès des hôpitaux, auprès des médecins, tout comme la publicité. Tout fait que le secteur pharmaceutique a réussi à s'imposer comme partenaire incontournable pour la santé publique, mais comme le secteur pharmaceutique pense essentiellement et agit essentiellement à très court terme, il n'est pas bien préparé en fait à de telles pandémies. Par exemple, la question du vaccin. On sait que le modèle commercial des entreprises pharmaceutiques, c'est un modèle commercial à but lucratif. La recherche, le développement est totalement soumis à cet impératif, mais n'est pas adapté à ce type d'épidémie. Car dès qu'une crise sanitaire dans l'une ou l'autre partie du monde s'arrête, le marché s'assèche, ce qui signifie que le financement s'arrête et la recherche est mise en veilleuse. Donc, sur les 2 dernières décennies, un seul vaccin contre les épidémies internationales qu'on a connues, SARS, CoV-1, Zika, Ebola, a été mis sur le marché, celui contre l'Ebola. Pourtant, il y a eu, début des années 2000, des groupes, des équipes de recherche qui ont mis au point, ou qui étaient proches de mettre au point, un vaccin contre un neveu, disons, du Covid-19 d'aujourd'hui. Mais à l'époque, les entreprises pharmaceutiques n'étaient pas intéressées parce que il n'y avait pas de marché. Et donc, aussi longtemps que la recherche, le développement et la production de médicaments est soumis
au profit immédiat, il n'y aura pas de réponse efficace à attendre de l'industrie pharmaceutique, à mon avis. Quand je t'écoute, j'ai envie de réagir. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui nous suivent ici via le live Facebook à le faire. On répondra autant que possible à vos questions. Mais quand je t'écoute, j'ai toujours cette réaction un peu naïve qui vient. Et je me dis, mais comment, à un moment donné, dans notre histoire récente, est-ce qu'on a pu démocratiquement accepter de confier aux mains des marchands un secteur aussi capital, aussi vital que le secteur pharmaceutique et celui de la recherche? Je crois d'abord, ce secteur s'est imposé. Il n'a pas été accepté de façon démocratique. Il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu de décision parlementaire ou de débat plutôt public sur le rôle de l'industrie pharmaceutique dans la santé publique d'un pays. Sauf peut-être récemment, je parle il y a 15 ou 20 ans, en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud était un pays qui était ravagé par la maladie du HIV. Et il y a eu des mobilisations importantes, des mobilisations de rue, des manifestations, des actions massives en Afrique du Sud et dans d'autres pays africains pour demander au fait l'accès à une trithérapie qui était aux mains des multinationales. Les multinationales ne voulaient pas libérer au fait les brevets sur ces médicaments, ne voulaient pas les livrer non plus à des prix bon marché. Et donc il y a eu une véritable mobilisation contre ces multinationales. Même le gouvernement sud-africain, à un moment donné, était déstabilisé. Et les industries pharmaceutiques ont mobilisé tout le réseau international, celui de l'Organisation mondiale du commerce, celui de toutes les institutions qui protègent les brevets, qui protègent la propriété intellectuelle. Toutes ces institutions-là étaient mobilisées pour protéger, au fait, les brevets sur cette trithérapie. C'est assez scandaleux. Et en fait, les parlements nationaux n'avaient pas de prise sur les décisions de ces multinationales. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Ça fait partie, je crois, de l'économie capitaliste. Je crois que même, surtout les représentants de droite, mais même des représentants de gauche, acceptaient l'idée que oui, peut-être l'industrie pharmaceutique, la compétition est le meilleur stimulant pour l'innovation. La recherche coûte des millions, des milliards, et il n'y a que les entreprises pharmaceutiques qui sont capables, avec l'appui des banques ou des sociétés d'investissement, d'investir autant, etc., etc. Ils se sont convaincus eux-mêmes que l'industrie pharmaceutique avait tout intérêt à rester aux mains du secteur privé. Il y a quelques pays, je crois en Inde, où il y a une partie de l'industrie pharmaceutique qui est publique, mais elle produit de façon limitée. Il y a quelques autres pays, je crois, qui dépendent de l'industrie pharmaceutique qui est publique, mais par rapport au poids, à la capacité de mobilisation de moyens et de production, l'industrie pharmaceutique privée continue à peser de tout son poids. Et donc, ça n'a pas été accepté, ça n'a pas été le résultat d'un débat démocratique, ça a été imposé, souvent dans les coulisses dont tu parlais au début, un lobbying intense. On me raconte, cette semaine, qu'au niveau de l'Union européenne, il y a plusieurs entreprises allemandes, d'ailleurs, qui sont allées voir la présidente de l'Union européenne, qui sont en train d'organiser un lobby auprès de l'Union européenne pour demander, au fait, un soutien pour ces entreprises allemandes dans leur recherche d'un vaccin pour le corona. Il y a l'entreprise française, Sanofi, qui est aux mains de Total et L'Oréal, qui a le culot, l'outrecuidance de demander de l'aide publique à la France et
Et à l'Union européenne, déjà, Sanofi se gave de subventions publiques. En moyenne, 150 millions d'euros chaque année. Qu'est-ce que les gouvernements ou l'Union européenne reçoit en retour? Très rien, très peu, en fait. Sanofi a détruit les dernières années 4000 postes de chercheurs dans le monde, dont 2000 en France. Pourtant, Sanofi se gave aussi des bénéfices qui sont directement tirés de la sécurité sociale, en Belgique aussi. Sanofi reste le champion des dividendes versés aux gros actionnaires. 4 milliards cette année en pleine crise. Et Sanofi ose toujours demander de l'argent au public. On va voir comment va réagir le gouvernement français, mais on sait à qui le gouvernement français a tendance à obéir. Ce n'est pas au peuple, ce n'est pas à la rue, c'est plutôt aux grandes entreprises. Et donc je crois que cet enchevêtrement entre le politique et le secteur privé, via 1001 façons, est une explication pourquoi on a l'impression que le statut des entreprises pharmaceutiques a été accepté. On dirait que c'est quelque chose de naturel, c'est naturalisé. Ça fait partie de l'ordre normal des choses, lorsque ce n'est pas l'ordre normal des choses. Tu as parlé 2-3 fois du système des brevets et de propriété intellectuelle. Tu peux un peu nous expliquer comment ça fonctionne dans le domaine de la recherche et des secteurs pharmaceutiques? En fait, donc il y a deux autres leviers dont dispose l'industrie pharmaceutique pour maintenir sa position. Il y a l'achat de brevets sur toute une série de médicaments et de vaccins développés par l'argent public. Et il y a aussi le fait que les industries pharmaceutiques ont le quasi-monopole sur des matières premières. Donc, ils ont un contrôle mondial de matières premières. Et là, au nouveau, on pense que dans l'histoire de l'innovation, dans l'histoire de la recherche et du développement, que c'est l'appât du gain qui est l'essentiel incitant à la découverte. En fait, ce n'est pas vrai. La plupart des grandes découvertes dans l'histoire de l'humanité ont été réalisées en dehors de la sphère du profit, en dehors de la logique lucrative. Mais les entreprises pharmaceutiques achètent les brevets, et donc dès qu'il y a un brevet, il y a une protection. Donc il y a impossibilité d'utiliser ne serait-ce qu'un élément ou une formule ou une composition bien particulière d'un médicament par un individu, une autre société. Mais on a vu là aussi au début du confinement, dans le pic ou l'approche du pic de la pandémie ici en Europe, un groupe de jeunes ingénieurs qui ont utilisé une imprimante 3D, 3 dimensions, pour produire une pièce vitale, visiblement, mais une pièce seulement d'un respirateur. On sait que les respirateurs en soins intensifs, c'est un élément essentiel pour la survie des patients en crise aiguë. Mais tout de suite, les entreprises qui produisent ces respirateurs sont tombées dessus et ont dit non, non, pas question de pouvoir produire ça. Pourtant, ils ont prouvé qu'ils pouvaient produire ces pièces-là à la chaîne, très facilement, dans l'hôpital, à un prix scandaleusement bas, heureusement bas, de 1 dollar ou 1 euro, là où, sur le marché privé, ils sont en vente à 10 000 euros la pièce. C'est comme ça que on pense toujours l'industrie pharmaceutique respecte les lois du marché, hein, le libre marché. Mais le libre marché n'existe pas. Ils ne font pas confiance au libre marché. C'est pour ça qu'ils brevettent. C'est pour ça qu'ils bétonnent toute une série de médicaments, de formules, d'engins médicaux et les gardent bien dans le périmètre de l'entreprise privée, très bien dans le périmètre de la propriété privée. Ça leur donne aussi, la possibilité de gonfler toute une série de prix,
de médicaments artificiellement aussi, des prix, c'est-à-dire qui correspondent plus, si jamais ces prix ont correspondu au coût de recherche, développement et de production. Ces médicaments, aujourd'hui, pourraient être gratuits au très très bon marché, mais grâce aux brevets, ils continuent à gonfler ces prix et à piller aussi la sécurité sociale. L'industrie pharmaceutique adore la sécurité sociale, dans la mesure où la sécurité sociale peut rembourser toute une série de médicaments au prix qu'elle impose. Bien, c'est réjouissant tout ça. Tu nous as parlé de lobbying tout à l'heure, et il y a une personne qui était en train qui a réagi sur Facebook et qui nous demande est-ce que l'OMS est aux ordres des grandes entreprises pharmaceutiques? C'est une bonne question. Mais je crois que l'OMS, d'abord, est né de l'optimisme d'après-guerre. L'optimisme d'après-guerre, au niveau du progrès de l'humanité, plus jamais de guerre mondiale, plus jamais d'affrontements militaires aussi sanglants, plus jamais de fascisme, etc. Plus jamais les conditions non plus, sociales, économiques et politiques, qui ont abouti au fascisme et à la Deuxième Guerre mondiale. Et parmi cet optimisme, il y avait l'idée d'améliorer la santé publique grâce, entre autres, à la mise sur pied de l'Organisation mondiale de la santé. En soi, c'est une formidable idée, c'est une très très belle idée. Et les déclarations écrites, différentes réunions de l'OMS sont émouvantes. Elles sont très justes aussi. Et en partie, grâce aussi à la croissance économique d'après-guerre, on voit que, et grâce aussi à des nationalisations, grâce aussi à l'établissement de services publics de santé dans toute une série de pays, en Europe en particulier, mais pas seulement en Europe, aussi dans une partie de ce qu'on appellerait le tiers-monde aujourd'hui. Il y a eu des services publics de santé de plus ou moins bonne qualité. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, surtout en Europe, je crois l'espérance de vie a fortement augmenté dans tous les autres pays aussi. Et donc, l'OMS répond en partie à ce besoin-là. Et le produit de cet optimisme et de ces accords entre aussi grandes puissances en disant on va éviter de créer les mêmes conditions de l'entre-deux-guerres. Mais l'OMS, tout comme l'Organisation mondiale du commerce, tout comme les Nations unies, dont les organisations font partie, sont aussi sous influence d'abord des puissances mondiales. La rivalité Chine-États-Unis a un effet négatif, je crois. Elle va avoir un effet négatif aussi sur la recherche d'un vaccin, mais surtout la diffusion d'un vaccin. Non. Et aussi des multinationales qui investissent d'abord les gouvernements nationaux et investissent aussi l'institution qui est l'Organisation mondiale de la santé, tout comme au niveau européen, ils font un lobbying intensif et avec succès, ils font un lobbying de la même façon à la hauteur des institutions de l'Organisation mondiale de la santé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de décision qui puisse être prise par l'Organisation mondiale de la santé, qui puisse être en notre faveur de la santé publique. Donc, maintenant, surtout au départ de gouvernements d'Afrique et d'Amérique latine et en partie aussi d'Europe, à la veille de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé qui va se tenir bientôt, il y a une revendication qui remonte, qui est en partie aussi le résultat d'un mouvement populaire, syndicats, ONG, associations, et qui exige que l'Assemblée générale de l'OMS décide que le vaccin contre le Covid-19 soit distribué gratuitement à la population mondiale.
Donc c'est un terrain sur lequel il faut être actif. On ne peut pas simplement baisser les bras et en dire ah, c'est aux mains des lobbies, c'est aux mains des gouvernants. L'industrie pharmaceutique a beaucoup de prise sur la mécanique de décision. Oui, tout ça est vrai, mais en même temps, comme on a vu aux Pays-Bas, avec le brevet des réactifs aux mains de Roche, il est possible aujourd'hui d'obtenir des victoires et d'obtenir des choses qui avant n'étaient pas possibles. Pourquoi? Parce qu'il y a une conscience populaire à l'échelle mondiale, parce qu'il y a une indignation mondiale et parce qu'il y a aussi un début de mobilisation sur la question de la santé. Et donc oui, l'OMS est une institution sous forte influence des grands pouvoirs politiques, des rivaux et de l'industrie pharmaceutique. Je ne miserai pas, loin de là, tout sur l'OMS ou sur cette Assemblée générale. Tout va dépendre, je crois, dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'une mobilisation. Je crois que c'est une revendication très importante pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. C'est qu'il faut un vaccin gratuit, de qualité, diffusé dans le monde entier. Voilà. Et donc, ce sera le résultat, si on l'obtient, ce sera le résultat d'une lutte nationale et internationale. Tu parlais des lois des marchés tout à l'heure, mais on a vu aussi qu'elle n'était pas la seule à l'œuvre et qu'on voyait aussi qu'on avait des États-nations qui se bagarraient entre eux, notamment avec les États-Unis qui voulaient racheter l'exclusivité du vaccin, une société pharmaceutique allemande, etc., etc. Quel est le rôle de ces États-nations aujourd'hui? Mais je crois que, prenons l'exemple de l'Europe, je crois que ce qui est très remarquable, c'est que cette Union européenne, elle s'est démembrée au contact du virus pratiquement. On a un repli national très très fort, le retour des frontières partout. C'est-à-dire les frontières européennes n'ont jamais été aussi fermées, aussi bien extérieures que les frontières internes qu'aujourd'hui. Chaque pays essaye de s'en sortir à la hauteur de l'État-nation. On a vu comment des livraisons de masques d'un pays, d'une entreprise basée dans un pays, un gouvernement dans l'autre pays, étaient bloquées par un gouvernement en disant non, nos masques d'abord, notre population d'abord. Et donc, il y a d'un côté, donc, il y a un formidable repli national qui fait que l'Union européenne peut se demander si elle existe encore. Et il y a pas un retour, mais en tout cas une plus grande visibilité, une plus grande comment dire, force de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Alors, les États-Unis viennent de décider de suspendre leur cotisation, leur aide annuelle à l'OMS, de 400 millions de dollars. Elle avait déjà une dette de 200 millions de dollars. Donc là, les États-Unis font la même chose que ce qu'elles font au niveau des Nations Unies. Ce n'est pas le seul résultat de la présidence de Trump. Les présidents avant Trump aussi ne payaient pas leurs dettes aux Nations Unies. Ne payaient pas leur cotisation. C'est un moyen, pas tellement de se désinvestir, mais d'exercer une pression sur ces institutions internationales. Et donc oui, je crois que partout, il y a un retour de l'État-nation, mais qui est en grande partie, on va dire, impuissant face à des multinationales, même face à des grandes entreprises. Elles ne doivent pas être des gigantesques multinationales. On a vu comment la Belgique, le gouvernement belge, a abdiqué devant les lois du marché, devant les industries. Pour moi, c'est une abdication. Allô? Oui, je suis là, il y a du bruit dans la rue, en fait. C'est une abdication volontaire. Elle aurait pu intervenir. Et je crois que les États-nations peuvent et doivent intervenir
La Belgique contrairement à d'autres pays, n'a pratiquement pas intervenu, je veux dire, dans l'économie de marché ici. Et c'est totalement mis à plat ventre dans l'économie de marché. Cette fameuse déclaration de la première ministre, Sophie Wilmès, devant le Parlement, sur la question des masques, où à un moment donné, elle se fâche, elle dit oui, mais enfin, les lois du marché continuent à fonctionner en Belgique. Aussi sur la question de l'achat et de la vente des masques, oui, visiblement ça, mais les lois du marché sont, et cette fois-ci c'est visible, pas seulement pour des petits groupes de militants ou des formations politiques comme la nôtre ou pour l'association du PAC, mais c'est visible pour une grande partie de la population. Ces lois du marché, eh bien, elles sont incompatibles avec la santé publique. Alors, j'ai encore une question qui revient des personnes qui nous écoutent là en direct et qui revient donc à la question ayant sujet l'OMS. C'est pourquoi les États-Unis exercent des pressions sur l'OMS en ce moment? Parce que je crois que, d'abord, c'est pas nouveau. L'OMS, tout comme l'OMC, tout comme l'Organisation mondiale du commerce, tout comme les Nations unies, et leurs décisions sont la résultante de forces contraires, de forces qui sont en conflit en permanence. Donc, ce n'est pas une nouvelle donne. Pourquoi les États-Unis critiquent tellement l'OMS? En partie, Trump critique l'OMS comme paratonnerre, pour détourner l'attention, détourner les critiques qui existent et qui sont très fortes aux États-Unis à l'égard de la politique de Trump. Il dit, c'est pas moi, c'est l'OMS. Et si c'est l'OMS, c'est parce que l'OMS est sous influence de la Chine. La Chine qui est notre principal ennemi, adversaire, concurrent stratégique, etc., etc. C'est en grande partie pour cette raison-là, et parce que l'OMS aussi a critiqué les États-Unis. L'OMS a prévenu les États-Unis, et on sait que Donald Trump, tout comme Boris Johnson, tout comme d'autres pays en Europe, mais surtout ces deux pays-là, ont choisi à un moment donné la voie de l'immunité collective dans la lutte contre la pandémie, ont dû très vite, ou avec un certain retard, évidemment, changer leur fusil d'épaule, avec les conséquences catastrophiques qu'on connaît aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et donc, la politique d'immunité collective n'était pas la politique de l'OMS. Et donc, l'OMS a donné une série de conseils que Trump et que Boris Johnson ont simplement nié, méprisé. Et donc, je crois que ce sont là les ingrédients qui expliquent en grande partie la critique des États-Unis à l'encontre de l'OMS. Ok. Mais tu nous as un peu démontré comment est-ce que les lois du marché, en fait, comme quoi la compétition n'était pas le meilleur moyen de faire avancer la recherche. Et quel autre moyen existe-t-il alors? Quel autre type d'exemple est-ce que tu peux nous donner? Eh bien, c'est assez extraordinaire. C'est que ce virus, cette pandémie, a éveillé et révélé une formidable collaboration entre chercheurs scientifiques du monde entier. Fin avril, j'ai lu un article très intéressant dans le quotidien espagnol El País d'un chercheur qui explique comment plus de 100 000 chercheurs aujourd'hui, comment plus de 100 000 scientifiques à l'échelle de la planète collaborent tous les jours, partagent tous les jours, 7 jours sur 7, dit-il, 24 heures sur 24, les résultats de leurs équipes de recherche. C'est assez extraordinaire. Et il dit, au fait, il parle de la recherche ouverte et collaborative. C'est-à-dire une recherche ouverte et collaborative qui n'est pas soumise au secret du brevet,
n'est pas soumis à l'impératif du secret commercial, n'est pas soumis à l'impératif du profit. Et en fait, depuis le début de l'année, ces chercheurs ont collaboré et ont mis en ligne, en fait, aujourd'hui, je crois, plus de 20 000 papiers de recherche depuis le mois de janvier 2020. Il y a un site web, une sorte de plateforme digitale dans laquelle vous pouvez trouver n'importe qui y a accès. Tous les jours, il y a à peu près 200 articles de recherche qui sont publiés sur cette plateforme digitale de chercheurs qui sont à la recherche, en effet, essayer de comprendre ce virus, mais surtout de rassembler les informations qui peuvent être utilisées ou qui sont utilisées pour un futur vaccin. Donc, une autre recherche est possible, pas seulement demain ou après-demain, mais aujourd'hui. Et pourquoi? Ce chercheur qui écrit dans El País dit, au fait, c'est probablement le plus grand, le plus ambitieux projet de recherche qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Il dit, je me lève le matin et je lis des articles de mes collègues chinois et je leur envoie le soir un commentaire que mes collègues chinois liront à leur petit déjeuner aussi. Et donc, c'est un groupe qui travaille de façon et qui coopère. Le mot coopération, le mot recherche ouverte, le mot recherche collaborative, ce sont les ingrédients de la recherche de l'avenir. Mais l'avenir, elle est déjà là. On nous reproche souvent, quand on est un peu de oui, mais vous parlez du futur, dans l'avenir, tout est possible. Oui, l'avenir, plein de choses seront possibles. Mais aujourd'hui, on voit déjà en fait, les possibilités de demain. Et le chercheur dans El País finit au fait que c'est grâce à cette collaboration, cette coopération, qu'on assiste à une formidable accélération de la recherche sur cette question-là. Jamais probablement, dans l'histoire récente, les scientifiques ont collaboré de façon aussi intense et aussi ouverte. Est-ce que ça veut dire qu'à côté de ça, il n'y a plus de secteur privé? Mais si, il y a toujours les labos, il y a toujours les centres de recherche et de développement aux mains des industries pharmaceutiques qui travaillent probablement en piochant des informations dans ces documents publics et ouverts, mais qui vont utiliser ces informations à des desseins lucratifs. Et de mon point de vue, de notre point de vue, oui, qui sont des ennemis de la santé publique, très clairement. Mais une autre recherche scientifique est déjà en marche. Je crois que c'est ça qui est très, très important à souligner aujourd'hui. Sinon, quand on parle de recherche médicale et d'autres modèles, il y a un exemple qui vient toujours au premier plan, c'est l'exemple de Cuba. Comment ça se passe là-bas? Ah oui, c'est un bon sujet, au fait, parce que on sait que Cuba est une petite île dans les Caraïbes. Elle subit un embargo économique qui l'étrangle depuis plusieurs décennies. Cet embargo économique s'est renforcé encore les dernières années. Cuba n'a pas de grandes ressources naturelles, n'a pas un peu de pétrole, mais très peu. Mais contrairement à d'autres pays, Cuba, après sa révolution, a décidé de faire de la santé une priorité, de la rendre totalement publique, aussi bien les hôpitaux, la médecine, aussi bien la recherche et la production de médicaments. Par exemple, le produit phare dont on parle beaucoup, c'est l'interféron alpha 2B, qui est un médicament qui est développé par la société publique BioCuba Pharma en collaboration avec la Chine et qui peut arrêter certains symptômes du coronavirus. Cuba distribue déjà ce médicament, entre autres en Italie. On a vu
une scène qui pour beaucoup de personnes doit être surréaliste. C'est l'arrivée, là, en mois de mars, de dizaines, voire de centaines de médecins cubains en Italie pour venir à l'aide. Comment se fait-il que une petite île dans les Caraïbes vienne à l'aide de la 7e puissance économique au monde, veut dire qu'il y a l'Italie. Cuba a, je crois, pour l'instant, envoyé 2000 médecins partout dans le monde pour aider à lutter contre l'épidémie. L'envoi des médecins dans une dizaine de pays, pas seulement contre le corona, mais aussi contre d'autres épidémies. Comment se fait-il? Je crois que la raison principale, c'est que leur médecine n'est pas aux mains du secteur privé, n'est pas soumise à l'impératif du profit. Elle est essentiellement orientée vers la santé publique. Et Cuba mène une politique assez intelligente depuis plusieurs mois. Dès que Cuba a été informé, comme tous les autres pays du monde d'ailleurs, du risque d'une épidémie, en décembre et en juin, Cuba a activé son réseau de médecine de première ligne. Comme Cuba a peu de moyens, elle a investi depuis le début sur une médecine préventive de première ligne. À Cuba, ce ne sont pas tellement les patients qui vont voir les médecins, ce sont les médecins qui vont voir des personnes pour éviter qu'ils deviennent patients. Et donc, chaque année, tous les Cubains sont invités à voir un médecin. Et si vous ne pouvez pas venir, le médecin vient chez vous. Et donc, ils utilisent ce réseau, cette expertise qui existe déjà depuis plusieurs décennies, pour en effet faire un traçage très efficace des personnes contaminées et de les traiter par les moyens classiques, confinement, quarantaine, et l'interféron pour lutter contre les symptômes, certains symptômes du corona. Et donc, c'est comme ça, c'est-à-dire que fonctionne Cuba et a réussi à pas éviter l'épidémie, mais en tout cas à réduire très très fortement le taux de contagion et surtout limiter très fortement le nombre de victimes mortelles à Cuba. Donc pour moi, c'est l'exemple de la supériorité d'une médecine publique, d'une industrie pharmaceutique publique et aussi d'une planification au niveau de tout le pays. Cuba a décidé de faire ça une priorité nationale et voilà, le résultat est là. Ce n'est pas le cas dans plein de pays et surtout pas en Belgique. Okay. Donc j'invite encore les gens qui nous écoutent à réagir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, pour poser vos questions en direct. On se fera un plaisir d'y répondre le plus possible. Sinon, Eric, on commence tout doucement à atteindre les 21 heures, heure qu'on se fixe pour mettre fin à ces rencontres habituellement. Cette sortie de crise, tu la vois comment, toi? D'abord, on n'est pas sorti de la crise. Je crois qu'elle va être elle va être difficile. D'abord, peut-être, de quelle crise est-ce qu'on parle? On parle de la crise sanitaire. On parle aussi de la crise économique et les implications sociales et politiques. Donc, je crois qu'on assiste à une crise multiple et des crises qui se télescopent. Donc, je crois que le virus et la pandémie qu'elle a provoquée n'est pas la raison de la crise économique qu'on voit aujourd'hui. Elle est essentiellement un catalyseur. Déjà, il y avait beaucoup de signes avant-coureurs de l'essoufflement de l'économie mondiale avant l'apparition de l'épidémie. On était déjà très fortement en fin de cycle. Beaucoup d'économistes annonçaient pour 2020 le début d'une récession. Déjà, la récession était déjà présente dans toute une série de pays importants comme l'Allemagne ou la Chine.
à la fin de l'année passée. Donc, on assiste à un télescopage de crise. Je crois qu'on ne va pas échapper à la discussion sur la santé publique et sur le rôle de l'industrie pharmaceutique et médicale. Elle a déjà lieu, cette discussion. Je crois que s'il y a un avantage, entre guillemets, de ce qui se passe maintenant, c'est qu'une très grande partie de la population ne pense plus la médecine simplement comme une question individuelle, mais la pense de plus en plus comme une question collective et une question publique et une question politique. Ça, c'est une chose. C'est un acquis, je crois, dans la tête d'une bonne partie de la population. Un autre acquis, je crois, dans la tête de la population, c'est le fait que, bien oui, une crise de cette ampleur-là a un effet de loupe sur les failles du système. Beaucoup de gens se sont rendus compte que leur patron, leur entreprise, dans le commerce, le grand commerce, le petit commerce, dans les usines, dans les transports, eh bien, donnaient quand même priorité à l'économie, au profit, avant la santé de leurs propres travailleurs. On a vu ici plus récemment à Bruxelles l'exercice à grande échelle du droit de retrait des conducteurs de bus à la STIB. C'est assez extraordinaire comme mouvement et je crois que ce n'est que le début. Et on a vu aussi dans les soins de santé, dans les hôpitaux, les travailleurs donner des signes très très clairs pas seulement d'essoufflement, pas seulement de fatigue, mais d'indignation et de rage. Tout le monde se rappelle la formidable haie de déshonneur lors de l'arrivée de la première ministre à l'hôpital Saint-Pierre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette haie de déshonneur, une action dans un petit quartier à Bruxelles, est devenue tout de suite un sujet mondial. Tous les médias ont repris les photos, les images de cette action. Ce n'est pas un hasard, c'est qu'ils sentent qu'il y a une indignation parmi la population. Et donc je crois que sortir de cette crise va nécessiter de mobiliser, je crois, la population et d'abord les travailleurs, dans le sens large du terme, autour de revendications particulières. Mais ce n'est pas à nous de payer la crise sociale et économique qui nous tombe dessus. C'est la première chose. 2, il faut revoir totalement la politique sanitaire du pays. Il faut une lutte importante pour ce vaccin gratuit, c'est très important, mais aussi pour revoir toute la politique de prévention et toutes les difficultés auxquelles on a assisté dans le déploiement de la politique sanitaire en Belgique depuis mars. Une de ces difficultés, c'est le fait qu'il y a un secteur privé, il y a un secteur public, que les maisons de repos sont devenues, et aussi les hôpitaux, mais certaines maisons de repos sont devenues des sources de revenus pour les actionnaires. Plein de maisons de repos qui font partie de multinationales qui sont cotées en bourse. C'est scandaleux. Et donc, il faut mettre fin à ça. Je crois que, à propos de notre capacité d'action aujourd'hui, je crois surtout à ce moment-ci, les prochaines semaines, les semaines dont on parle maintenant, peuvent être très intéressantes du point de vue des luttes syndicales. Pourquoi ? Parce que toute une série d'entreprises veulent à tout prix relancer la production, et ce qui donne un nouveau rapport de force à toute une série de travailleurs. Il y a un exemple d'une enseigne très connue dans le commerce, ici à Bruxelles et en Belgique, où les travailleurs, les vendeuses en fait, elles-mêmes, ont décidé, contre l'avis
de leur direction d'imposer elles-mêmes des règles de santé. La direction n'était pas d'accord, les vendeuses ont dit on l'impose. Leur syndicat, la CNE en l'occurrence, les a couverts avec un préavis de grève. Et toutes ces d'autres entreprises où les travailleurs en ce moment-ci peuvent être en rapport de force favorable pour imposer leur choix sur la santé, mais aussi sur l'organisation du travail. Et je crois qu'il faut notre capacité d'action, elle dépend aussi et de sortir de la crise, en grande partie de notre compréhension qu'il n'est pas possible de retourner à l'avant-corona. On l'entend partout, dans les médias, les gouvernants, les faiseurs d'opinion, les chefs d'entreprise. On vous a compris, on ne fera plus comme avant. C'est un écho de 2008. En 2008 aussi, la crise financière, en disant on va moraliser le capital. Plus jamais les banques joueront un rôle aussi important dans l'économie. 10 ans après, rien n'a changé. Aujourd'hui, les vœux pieux se répètent sur la question de la santé. Je crois qu'on ne s'en sortira pas sans mobilisation populaire autour de revendications, comme je signalais tout à l'heure. Pas d'austérité, on ne paye pas la crise, il faut réinvestir les services publics, il faut expulser le secteur privé de la santé, il faut envisager en effet la prise de contrôle de l'industrie pharmaceutique par le pouvoir public. Toute la chaîne, en fait, de recherche, de développement, de production, de commercialisation doit être aux mains du public. Et surtout, oui, l'idée, plus jamais cela. C'est-à-dire, et ça paraît simple, ce sont 3 mots, mais je crois que c'est porteur d'une grande radicalité. Si on lie à cela des revendications très concrètes et des mobilisations très, très précises, et il y a, si tu me permets, il y a une mobilisation déjà prévue début septembre, 13 septembre, à l'initiative du collectif Santé en lutte et d'autres collectifs et syndicats. On prévoit une grande mobilisation sur les questions de la santé, mais on sait qu'aujourd'hui, la santé, elle est comprise plus comme une question individuelle, mais comme une question collective de société. Donc, ce sera une manifestation très, très, très importante dont l'impact ne peut pas être sous-estimé. Donc, à t'écouter, la Covid-19 nous rapprocherait du grand soir, mais j'aimerais partager ton optimisme, mais quand je regarde un petit peu toutes les dernières décisions du gouvernement fédéral notamment, j'ai plutôt l'impression qu'on a un gouvernement là qui danse de plus en plus sur une musique écrite par l'avocat. Ah, tout à fait. Je ne promets pas le grand soir pour demain. D'ailleurs, je ne sais rien promettre de ce point de vue-là. Je ne veux pas promettre non plus, mais ce que je peux promettre, par contre, c'est que si on le laisse faire, elle a très raison, si on le laisse faire, ce sera le retour aux années 30 au niveau économique et social. Ce sera les dérives, j'aime pas ce mot, mais en tout cas un glissement vers un État de plus en plus autoritaire, de plus en plus organisé pour contrôler, pour réprimer la population et toute forme de dissidence. Mais j'essaye de voir toujours les deux côtés à une situation. Pas seulement la question qui est souvent surexposée, à mon avis, parmi la gauche, c'est tout ce qui va très, très, très mal et tout ce qui va nous tomber dessus, mais aussi de voir dans cette situation des possibilités de changement, de bouleversement. Et je crois que oui, cette situation est grosse de bouleversement. Rien n'est automatique. L'avenir, c'est nous qui allons l'écrire. Elle n'est pas écrite avant, il n'y a pas de mektoub, comme disent les Arabes. Mais donc, elle est à nous, cet avenir. Mais ces crises a décuplé dans l'esprit d'une grande partie de la population les contradictions qui existent. Et il y a des questions qui aujourd'hui sont beaucoup plus simples à expliquer. L'idée que ces sociétés donnent priorité au profit
aux dépens de la santé. Et il y a 3 ou 4 mois, on aurait expliqué ça, ben on se serait convaincu entre militants, mais on n'aurait pas pu convaincre une caissière du supermarché du coin ou un conducteur de la STIB de cette vérité-là. Aujourd'hui, cette vérité-là, elle est plus largement reconnue et comprise. À nous, la gauche, d'être suffisamment intelligente et de savoir mobiliser sur les questions qui touchent les gens aujourd'hui et de l'orienter en effet vers un changement radical de société. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Eric. Je revois ici quelques commentaires de personnes qui ont trouvé ton intervention très intéressante ou vraiment passionnante. J'ai du coup envie de les inviter à poursuivre cette réflexion sur 2 articles qui sortent ou qui sont sortis dans ta revue. Oui, tout à fait. On peut aller voir sur le site www.marxiste.be. C'est le site de cette revue, Révolution. Il y a un numéro spécial sur le Covid et la lutte contre la pandémie. On explique que la lutte contre le coronavirus est une lutte des classes aussi. Donc, si vous voulez, vous allez voir sur ce site, vous allez voir aussi sur la page Facebook de Révolution une série d'articles de fond sur ces questions-là et pas seulement des critiques ou des analyses, mais aussi des pistes pour lutter aujourd'hui pour changer la société. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Eric. J'espère qu'on aura encore l'occasion de te réinviter lors d'une prochaine rencontre. Je voulais aussi remercier Pierre Lempereur et Arnaud Zanella pour nous avoir relayé vos questions et commentaires, et Pierre Van Gilbergen pour avoir assuré tout le côté technique de cette rencontre. Voilà, merci. Et alors, jeudi, on se retrouve et je n'ai malheureusement pas le programme sous les yeux. J'ai oublié quelle était la prochaine rencontre. Est-ce que mes collègues peuvent m'aider pour me dire dans le chat sur le côté quelle est la rencontre de la semaine prochaine? Arnaud? Pierre? Bon, donc, mais n'hésitez de toute façon pas à rester. C'est l'apprentissage et ses dérives sous le Corona-19. Donc, les personnes qui sont en contrat d'apprentissage et quelles dérives est-ce qu'on peut observer dans ces secteurs-là. Et ensuite, il y aura la sécurité sociale au XXIe siècle, et on parlera également plus tard d'une coopérative qui s'est créée à Bruxelles, qui s'appelle les Masques de Bruxelles, donc des costumières qui se sont mises ensemble pour créer leur propre entreprise autogérée. Voilà, merci à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.